Suite. Les triomphes de la race boréenne à laquelle je donnerai maintenant le nom de celtique fut assuré par les traités de paix et des commerces dont j'ai parlé, mais ce triomphe qui garantit son existence fut très loin de lui donner le repos. Jusque-là, comme j'avais essayé de montrer au commencement du chapitre précédent, la propriété avait été plutôt un fait qu'un droit chez les Celtes. Nul ne s'était jamais avisé d'y arrêter sa pensée. Mais lorsque le commerce s'ouvrit avec les Sudéens, actuellement connus sous le nom d'Atlante, et que les échanges eurent lieu entre les deux nations, il arriva que les peuplades plus rapprochées des frontières eurent un plus grand avantage que d'autres plus éloignées et se trouvèrent à portée de faire un meilleur trafic. D'un autre côté, les fourrures que demandaient les Atlantes étaient entre les mains de peuplades le plus reculées dans le nord, d'où on ne pouvait les tirer qu'en faisant des échanges multipliés. Les relations se compliquèrent, les intérêts se croisèrent, les richesses inégales firent naître l'envie. Ces motifs de mésintelligence vinrent aux oreilles des Africains qui en profitèrent habilement. Ces hommes très avancés dans toutes les sciences, physiques et morales, ne pouvaient ignorer celles de la politique. Il est vraisemblable qu'ils mirent en usage ces ressorts le plus secrets pour augmenter cette mésintelligence qui leur était favorable. Le ferment de discorde qu'ils jetèrent eurent tous les succès qu'ils en pouvaient attendre. Le peuplade celtique, irrité les unes contre les autres, cessèrent de se considérer comme des parties inséparables d'un tout unique et se comportèrent les unes vis-à-vis des autres comme se seraient comportés de simples individus. Or, la seule manière que les individus eussent connue jusqu'alors de vider leurs différends avait été les combats particuliers. Ils n'avaient point d'autre jurisprudence que celle du duel. Les Celtes se battaient pour toutes sortes de sujets, aussi bien que pour des intérêts privés que pour des intérêts généraux. Quand une peuplade était assemblée pour élire un Hermann, celui qui se présentait pour remplir cet emploi militaire, portait par le seul fait de sa présentation un défi à tous ses concurrents. S'il en trouvait un qui se jugeât plus digne que lui de commander aux autres, il acceptait le défi, et le vainqueur était proclamé. Quand ces Hermann de toutes les peuplades se réunissaient pour en élire un héros, on suivait la même méthode. C'était toujours le plus fort ou le plus heureux qui recevait cette dignité. Si s'élevait un différend quelconque entre les particuliers, la diète n'avait pas d'autre manière de juger que d'ordonner les combats entre les contendants. Celui qui s'avouait vaincu était condamné. Les hommes d'armes se battaient avec des armes et presque toujours à outrance. Les hommes de travail luttaient entre eux avec le ceste ou s'armaient seulement avec de la massue. Les combats étaient terminés dès que l'un d'eux était terrassé. On voit clairement que c'était le destin seul qui dominait encore cette race et que la sphère intellectuelle n'y était ouverte à aucune idée morale, des justes ou d'injustes, des vérités ou d'erreurs. Les justes étaient pour elles des triomphants et la vérité l'exercice de la force. La force était pour ces hommes instinctifs ou passionnés. Elle était pour eux ce qu'a naguère exprimé énergiquement un homme qui s'y connaissait, le vrai mis à nu. Dès que par une suite du changement qui se fit dans la manière de vivre, ce ne fut pas les particuliers seuls qui eurent des intérêts opposés, mais que des peuplades nombreuses se crurent lésées par d'autres peuplades, il n'y eut pas d'autre moyen de terminer les différends qui s'élevèrent entre elles que d'invoquer la force des armes. On se déclara la guerre de la même manière et presque avec la même forme qu'on se sera appelé en duel. Les peuplades se battirent pour des objets souvent très frivoles et même pour de simples offenses. Les Atlantes, témoins de ces sanglats démêlés, les excitaient sourdement, faisaient adroitement pencher la balance d'un côté ou d'autre par leur secrète intervention et trouvaient toujours le moyen de gagner là où leurs alliés perdaient. Je ne crains pas de pousser ici l'hypothèse trop loin en disant que leur astucieuse politique alla jusqu'au point de se faire vendre comme esclaves les prisonniers que les misérables Celtes se faisaient les uns sur les autres. Si cela est comme je le crois et comme peut-être j'en trouverai de preuves
dans la tradition écrite, la fatalité du destin avait été poussée aussi loin qu'elle peut aller. Car considérée sous un certain point de vue, la mort n'est pas aussi cruelle que l'esclavage. En voici la raison. La mort ne fait que remettre l'homme sous la puissance de la providence, qui en dispose selon sa nature, tandis que l'esclavage les livre au destin, qui l'entraîne dans le tourbillon de la nécessité. Il est certain que l'époque où je me transporte fut la plus désastreuse pour les Celtes. Leur calamité s'aggravait avec les fautes qu'ils ne cessaient de commettre, et peut-être que la perfide paix qu'on leur avait donnée, plus dangereuse que la guerre même, eût entraîné leur perte, si le moment marqué par la providence ne fût arrivé, où leur intelligence devait acquérir son premier développement, son premier développement. Voilà. Je m'arrête ici. La suite de ce livre montre un peu comment est-ce que une guerre ou une haine était soutenue de la part de Boréens. Leur guerre n'était pas entre eux, vraiment, ils devaient avoir un ennemi commun qui étaient les Sudéens, les Noirs, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que vraiment, je vous encourage à lire ces livres.